La science, c'est un travail d'équipe. Le scientifique tout seul dans son laboratoire, il n'existe pas. Donc je voudrais remercier toutes les personnes qui ont permis de travailler sur ces projets dans notre laboratoire, que ce soit les étudiants, les doctorants, les stagiaires, les étudiants de l'école centrale qui sont sur des projets d'étudiants avec nous, et puis les collègues chercheurs, enseignants-chercheurs. En particulier, je voudrais avoir une pensée pour la mémoire de Jean-Marie Georges, qui a été le fondateur du laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes, qui avait participé à quelques-uns des échanges qu'on a pu avoir avec Linda et qui était très intéressé par ce travail et qui était aussi extrêmement ouvert et volontaire pour que la science et la tribologie aillent au-delà de ses frontières et échangent. On a parlé de l'archéologie, on a parlé ici de l'art et de la goutte d'eau. Donc je voudrais le saluer et puis vous remercier de votre attention. Merci beaucoup. Le film en fond, je sais pas si... Oh bah vous pouvez le laisser, oui. Ce film a quelque chose d'addictif. Ça me fait penser dans l'exposition L'Art et la Machine, à la fin, il y a un film de Fischli et Weiss, qui sont deux Suisses qui ont fait un film qui s'appelle Le cours des choses, où en fait il y a tout un tas de choses qui s'enchaînent. Eux, c'est un véritable montage, mais quand on est accroché devant, on se dit à chaque instant, mais qu'est-ce qui va se passer ? Il se passe un peu toujours la même chose, mais on ne peut pas s'arrêter. Et là, c'est un peu pareil, on est devant un tas de phénomènes, on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver à cette goutte d'eau ? Est-ce qu'elle va attraper le moustique, etc. Enfin, et ben écoutez, grand merci, je suis vraiment très reconnaissant d'avoir fait cette présentation à la fois, je dirais, très pédagogique, parce que sur un sujet qui n'est pas facile, vous avez vraiment pris le soin, le temps de nous expliquer toutes ces choses en détail, et puis de ne pas avoir sacrifié à l'émerveillement, parce que je crois que il y a aussi dans ces images et dans le travail qui a été fait par vous et par Linda Sanchez des choses qui sont très belles, très intéressantes, et je crois que c'est un très bon exemple de ce genre de confluence que l'on peut faire. Alors maintenant, je vais passer la parole aux personnes qui veulent intervenir. Nous avons le temps d'échanger sur ces différentes questions. Donc, il y a 2 micros qui vont circuler. Je vous propose de vous passer la parole. Qui veut commencer à intervenir, faire une première question ? Les micros, ils sont là. Je vous en donne. Oui. Hop. Une main à gauche, voilà. Alors merci tout d'abord, c'est merveilleux. On est vraiment dans l'addiction. Oui, je voulais un peu élargir votre recherche et imaginer la situation d'une goutte en suspension. La suspension, bon, il y a des conditions de contact également. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des recherches ou des hypothèses dans ce cas-là ? Et ma deuxième question, qui est voisine, c'est la situation du primage. Du primage. Enfin, vous savez, les micro-gouttelettes, enfin une sorte de brouillard. Hein. Merci pour cette question. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Sur la goutte finalement en suspension, c'est ce qui se passe quand une goutte tombe. Et ce qui intéresse, alors nous particulièrement, on commence tout juste à se poser un peu des... Alors, des travaux ont été menés il y a quelques temps, mais on commence à s'intéresser aux impacts de gouttes. Finalement, ce qui se passe, les frottements de la goutte dans l'air, c'est pas dans nos travaux. Enfin, il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Par contre, dans le contact, on s'intéresse aussi aux impacts de gouttes
quand elles tombent sur des surfaces texturées. Il y avait un projet d'élèves qui avait été fait il y a quelques années justement sur ce sujet-là. Et puis on se pose aussi cette question-là. On a également un projet qui a démarré là au mois d'octobre sur des impacts de gouttes sur des matériaux très poreux, notamment des matériaux en terre crue, de par la partie ENTPE du laboratoire. On essaye de comprendre comment la goutte est absorbée et comment une goutte de pluie qui tombe sur une surface très poreuse peut être absorbée. Donc ça, c'est quelques-uns des éléments de recherche sur finalement les jets de gouttes. Après, pour regarder des travaux plus poussés là-dessus, on trouve beaucoup de choses, par exemple à l'ESPCI, dans les laboratoires de l'ESPCI à Paris, ou au LADIX, le laboratoire d'hydrodynamique de l'école polytechnique, ou des équipes françaises. Alors, il y a aussi des équipes internationales, mais en tout cas pour les équipes françaises qui travaillent sur ces impacts de gouttes. Voilà. Et concernant donc la buée, le brouillard, on a aussi des travaux qui ont démarré il y a à peu près un an sur essayer de comprendre la formation du brouillard et de la buée, donc la condensation de l'eau sur des surfaces, notamment pour éviter la condensation, par exemple, dans les phares. Dans les phares de voiture, actuellement, on a de plus en plus de condensation et de buée qui a du mal à s'évacuer. Donc, on développe des outils expérimentaux, dont Mathieu pourra éventuellement dire 3 mots, mais en tout cas des chambres environnementales qui permettent de contrôler température, humidité, pour voir comment cette buée apparaît. Et là encore, il y a du traitement d'image assez poussé derrière. Je ne sais pas si ça... Une autre question sur l'autre côté là-bas. Il y a une question là-bas, tout en haut. Est-ce que vous connaissez l'eau morte? Non, ça vous dit rien. On était au Chili avec ma femme sur la plage et les Chiliens nous ont montré de l'eau qui prenaient dans leurs mains comme ça. Ça faisait une grosse goutte. Et ça restait dans la main, ça bougeait comme ça, et à un moment donné, ça disparaissait. On n'a jamais compris ce que c'était, ça. C'était presque solide. On pouvait la toucher. On pouvait toucher la goutte d'eau de mer. D'accord. Alors, je ne connais pas ce phénomène-là, mais j'imagine que dans l'eau de mer, il n'y a pas que de l'eau, il y a aussi du sel. Donc, ce sel-là, il va modifier les interactions entre les molécules d'eau et les molécules de sel, les cristaux de sel. Et ça modifie donc la cohésion du liquide. Et de fait, ça modifie aussi la tension de surface. Et après, probablement, s'il a peut-être des conditions de pression et de température qui vont favoriser une évaporation très rapide. Mais j'avoue que je ne connais pas ce phénomène. Je regarderai. Monsieur. Oui, bonsoir. 2 petites questions. Tout d'abord, vous avez montré au début une surface métallique avec des gouttes. Quel est le traitement qui est fait sur le métal pour créer cet effet de bille? Et deuxièmement, en ce qui concerne les pare-brises de voiture, on en est où au niveau de la réalisation pratique, de la structuration de la surface, etc. Merci. Merci pour la question. Alors, la première, c'était... sur le métal, excusez-moi. Alors, sur le métal, ce que les chercheurs de l'Université de Rochester ont fait, c'est qu'ils ont fait du traitement par laser et par laser femtoseconde. Donc, c'est des lasers particuliers avec des fréquences d'impulsion très courtes. Ces impulsions très courtes permettent de modifier la topographie de la surface avec très peu d'effet thermique.
Et du coup, la surface métallique est peu modifiée par les changements de température, et on peut comme ça créer des texturations très petites de l'ordre de quelques centaines de nanomètres. Et c'est ça qui a été réalisé par ces chercheurs, c'est un traitement par laser. C'est pour ça que si on regarde bien, la surface, elle n'est plus réfléchissante, elle est mate parce qu'on a des rugosités qui bloquent la réflexion de la lumière. Donc c'est un traitement par laser, et notamment par laser femtoseconde. J'en profite, puisque l'occasion est donnée, pour dire qu'au laboratoire, on travaille aussi en très forte collaboration avec Saint-Étienne, avec les laboratoires de Saint-Étienne, justement sur la texturation par laser et par laser femtoseconde, à travers de structures qu'on appelle des labex, des équipex, notamment le labex Manutech. Donc ça, c'est des structures complexes de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais on travaille aussi sur ces effets de texturation par laser. Ça nous amène au pare-brise. Les pare-brises actuellement, et la plupart les vitrages pour lesquels la présence des gouttes d'eau est gênante, ils peuvent être traités par voie chimique. Donc on dépose des matériaux qui abaissent fortement la tension de surface, donc les gouttes ne restent pas dessus, et on peut comme ça avoir des pare-brises sur lesquels les gouttes d'eau rebondissent, et on peut se passer d'essuie-glace. Le problème de ces traitements chimiques, c'est que d'une part, ça implique de la chimie, donc c'est pas toujours très bon pour l'environnement. C'est des traitements qui ne sont pas très durables, qui ont des durées de vie de quelques mois, quelques années. Donc ça veut dire que régulièrement, il faut ramener son pare-brise pour le retraiter, pour qu'il soit anti-buée et anti-goutte. Et ça rajoute des étapes dans les processus et les procédés de fabrication des pare-brises. Du coup, on cherche à aller vers la texturation physique. Alors pour l'instant, à ma connaissance, on est encore à l'échelle du laboratoire. Nous, c'est des sujets qui nous intéressent très fortement pour les pare-brises, pour les phares. On s'intéresse fortement à comment texturer la surface, soit pour favoriser la formation d'un film. Et du coup, on a vu que le film, il ne gêne plus la visibilité, puisque c'est les gouttelettes, la discrétisation des gouttelettes qui gêne la visibilité, soit pour empêcher complètement l'accrochage des gouttes. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas forcément les voies vers lesquelles on va, parce que la surface, comme j'ai dit, elle est jamais parfaite, et on aura beau travailler le plus possible à sa texturation, il y aura toujours une poussière, un défaut chimique, une goutte d'huile, etc., qui pourrait venir gêner le dépôt des gouttes. Voilà. Et sinon, une autre technique qui avait été proposée par c'était McLaren, je crois. En 2013, ils avaient sorti un prototype de voiture dans lequel ils avaient modifié le pare-brise pour qu'il y ait des ondes de surface, je crois que c'était des ondes par infrarouge, qui généraient du coup une barrière, des ondes qui empêchaient le dépôt de ces gouttes par des interactions ondes-gouttes. Mais ça pour l'instant, ça reste à l'état de prototype, et ça n'est pas encore... on n'a pas passé l'étape suivante. Je vais juste vous demander, ça fonctionne, oui. Juste vous demander un petit service, c'est que essayez de poser une seule question, quitte ensuite à revenir à poser la seconde, mais je crois que c'est plus facile pour nos orateurs de répondre à une seule qu'à deux. D'habitude, je le précise en amont, j'ai oublié aujourd'hui. À vous, monsieur. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir si des expériences ont été réalisées en apesanteur par la station internationale de ribologie sur le différents comportements de gouttes sur des interfaces différentes. Alors, il y a des choses qui ont été faites par les avions là, qui permettent, par des cycles successifs de montée et de descente, d'avoir des phases d'apesanteur. Il y a des travaux qui ont été faits sur les gouttes et qui permettent du coup de regarder ces effets de taille de gouttes et de longueur capillaire pour lesquels, quand on est dans une situation de non-gravité, il y a aussi des travaux qui ont été faits sur les effets de la pesanteur, sur la tension de surface pour les mousses.
des travaux qui ont été menés au laboratoire de physique des solides il y a quelques temps pour voir comment une mousse, qui est finalement un film d'eau qui englobe des bulles d'air, comment cette mousse se comporte en apesanteur. Donc ça, c'est des travaux qui ont été menés en 2010 autour de là, notamment au laboratoire de physique des solides. Et après, il y a eu probablement d'autres travaux, mais là, c'est ce qui me vient à l'esprit concernant l'eau et les gouttes en apesanteur. C'est votre prochaine étape, ça. Hein, c'est Roger pour continuer vos travaux. Une autre question? Monsieur, ici au 5e rang. Quand vous parliez tout à l'heure de vos expériences, je ne sais pas si mon micro fonctionne bien. Non, vous m'avez fait remonter à la surface une expérience que j'avais trouvée vraiment remarquable. Il y a une vingtaine d'années cela, nous avions organisé au Musée des Arts et Métiers des petites rencontres comme ça. Et Pierre-Gilles Degène était venu nous faire une présentation justement de ces films, de l'eau, etc., en utilisant un système extrêmement simple. Il y avait un rétroprojecteur et il avait de l'eau qu'il posait sur la plaque de verre. Il a fait toute sa démonstration avec cela et c'était extrêmement simple et je dois dire que ça nous avait aussi beaucoup séduit à l'époque. Je trouve que votre manière d'aborder les choses était aussi, je dirais, assez pédagogique. La goutte est arrêtée. Il faut relancer la goutte. Un dernier slide qui présente un peu un dernier slide qui présente une bibliographie qui est loin d'être exhaustive sur les questions de gouttes et notamment ce livre grand public, Les objets fragiles de Pierre-Gilles Degène et Monsieur Badeau, Jacques je crois, j'ai oublié son prénom, qui a été rédigé à la suite de Pierre-Gilles Degène après son prix Nobel, a beaucoup communiqué dans les lycées et allé à la rencontre beaucoup des étudiants parce que c'était quelqu'un qui aimait aussi beaucoup transmettre et parler de la science avec les mains et de choses très complexes de manière très simple. Et donc il a visité beaucoup de lycées et il explique dans ce petit livre Les objets fragiles ces rencontres-là. Donc beaucoup de choses que j'ai présentées ici et de manière d'appréhender les choses sont inspirées de ces travaux de vulgarisation. Monsieur. Merci. En l'absence de Linda Sanchez, est-ce que vous auriez pu nous décrire un peu les travaux que vous avez faits avec elle, un peu quel était le mode de travail, de relation et de création, et en quoi le travail qu'elle a réalisé a pu éventuellement orienter certaines de vos recherches? Alors, je vais retourner. Excusez-moi. Je vais le laisser à cette taille-là. Je pense qu'on voit déjà pas mal de choses. Alors avec Linda, on s'est rencontrés notamment par le biais de Mathieu Guibert et à l'occasion, il y a 2 ans, de la Biennale d'art contemporain. Alors c'était dans ce contexte-là, donc ça fait juste 2 ans. Et j'avais eu l'occasion de visiter son atelier. À l'époque, elle avait un atelier à Dessines. Et c'était vraiment... Donc là, il y a plusieurs photos de son atelier où on peut voir vraiment la démarche
presque scientifique qu'a Linda autour de cette goutte d'eau et dans la plupart de ses travaux qui vont bien au-delà des gouttes, où il y a vraiment une démarche scientifique d'abord dans la construction d'expériences, comme nous on le fait au laboratoire, la construction, l'appréhension de phénomènes. Vraiment là on voit par exemple le plateau tournant sur lequel a été filmée la goutte. On voit ici un couloir avec la grille, là on la distingue un petit peu, la grille qu'on voyait se refléter dans les premières images que j'avais présentées de son travail. Et voilà, la goutte dévalée à travers cette grille était filmée pour voir les reflets de la grille. Donc il y a vraiment un dialogue régulier entre nos approches. Alors ça nous inspire aussi parce que, par exemple, nous on se pose la question de la texturation de la surface. La texturation, c'est des défauts qui viennent bloquer la goutte ou au contraire favoriser son déplacement. Et puis on cherche à comprendre si cette goutte elle glisse ou si elle roule. Et par exemple, ce qui a été proposé par Linda dans une autre série d'œuvres que je ne montre pas ici mais qu'on peut retrouver sur son site internet, c'est le suivi de particules de poussière dans de l'eau. Donc elle a développé des méthodes pour suivre les particules de poussière dans l'eau. Et ça nous inspire parce que ça peut être très intéressant de voir, de suivre des particules par des techniques d'imagerie encore poussées de suivi de particules par interférométrie. Bref, Mathieu pourra en dire quelques mots éventuellement par la suite. Donc ça nous inspire parce qu'on se dit, bah oui, dans nos gouttes d'eau, peut-être qu'on pourrait rajouter des poussières. Alors, des poussières modèles, parce que nous, scientifiques, on a besoin d'avoir des choses très carrées et très modélisées, mais on peut rajouter des poussières modèles qui, ensuite, on va pouvoir suivre. Il y a une autre manifestation de cette collaboration qui se déroule actuellement à travers un projet d'élèves de première année à l'école centrale qui, donc les élèves, ce qu'on leur a demandé et ce qu'ils s'attellent à faire cette année, c'est à automatiser en quelque sorte ce plateau tournant sur lequel on filme la goutte. Parce que le film que je vous ai présenté, il est fait manuellement, donc il y a quelqu'un qui filme, il y a Linda qui filme, et puis quelqu'un qui tourne le plateau pour s'assurer que la goutte reste toujours dans le champ de la caméra. Et ce projet d'élèves, c'est l'idée de proposer d'avoir 2 caméras, avec un suivi, une caméra pour le filmage de l'artiste, de Linda, et puis une caméra qui va être capable de capter la position de la goutte image par image, et du coup de gérer les accélérations, les ralentissements de ce plateau tournant pour s'assurer qu'il reste toujours dans le champ de la caméra. Donc voilà, c'est quelques-uns des exemples de cette collaboration. Oui, rajouter enfin aussi que ça se nourrit effectivement beaucoup sur la technicité, sur les expérimentations, où effectivement il y a une créativité dans ce qu'elle met en œuvre, dans les outils qu'elle développe pour mettre ces expériences, qui renvoie beaucoup à ce qu'on essaye de faire au sein du laboratoire, d'où l'idée ensuite de travailler ensemble avec des élèves. Sachant que ce travail-là, il nous nourrit, nous aussi, effectivement, que ce soit pour des techniques d'analyse de PIV, donc qui sont des méthodes utilisées en mécanique des fluides, où en fait on vient ensemencer un fluidaire, par exemple, avec des particules. Et en suivant ces particules, on est capable de reconstituer les vortex, les parties laminaires de ce fluide, où elle, en fait, sans connaître ces techniques instrumentales-là, le fait d'un point de vue artistique, mais parce qu'au départ, elle veut savoir ce qui se passe, en fait. Et voilà. Donc cette démarche-là, elle nous plaît assez. Et après, nous, quand on travaille sur un plateau où on cherche à contrôler la vitesse du plateau pour pouvoir filmer pendant longtemps une goutte, et puis, je crois, Linda, elle a envie de savoir ce qui va arriver à cette goutte aussi. Il y a cette question, elle tourne, qu'est-ce qui va se passer ? Nous, ça nous sert après, quand on doit mettre en œuvre aussi des systèmes, c'est des choses où, en fait, ça nous permet de réfléchir à ces questions-là et d'avancer des esquisses de solutions pour mettre en œuvre ces outils-là. Complète juste parce que je viens de repenser à quelque chose où aussi ce mouvement de la goutte sur son plateau et
une information qu'on peut sortir, qu'on peut exploiter, c'est au bout de combien de temps elle s'évapore. Et du coup, selon comment est composé le plateau, eh bien, on peut se dire que ce temps d'évaporation, il va aussi nous donner des indications sur le frottement de la goutte sur le plateau. Est-ce que la goutte frotte en laissant un film d'eau derrière elle, et du coup, elle perd une certaine quantité d'eau, donc elle va s'évaporer plus vite. Au contraire, est-ce qu'elle va glisser et du coup mettre un temps plus long à s'évaporer. Donc ça, c'est aussi des questions que nous évoque son film et des techniques que nous inspire son travail. Bonjour. Oui, vous nous avez parlé de phénomène de superhydrophobie, hein, et vous nous avez expliqué que pour avoir un phénomène de superhydrophobe, il fallait que les surfaces soient structurées, et d'après l'équation de Wenzel, on pouvait avoir un angle supérieur à 90 degrés. Mais pour avoir un phénomène de superhydrophobie, il faut deux conditions. Il faut que la surface soit structurée, mais il faut aussi que l'angle de contact d'une goutte d'eau sur le même matériau plat soit supérieur à 90 degrés. Or, avec le polypropylène ou le polycarbonate, vous avez des angles qui sont inférieurs à 90 degrés. Donc vous ne pouvez pas mettre avec ces matériaux en évidence les phénomènes de superhydrophobie. Est-ce que vous avez travaillé sur des polymères fluorés, par exemple? On a travaillé sur effectivement ces matériaux-là. C'était aussi dans le cadre de projets d'élèves, mais qui était aussi avec une entreprise partenaire. Dans le cas, par exemple, de tout ce qui concerne les farts sur les skis, où en fait, ce sont des produits où on vient modifier l'hydrophobie de ces produits-là, et notamment avec cette thématique où en fait, ces produits fluorés aussi sont pas forcément très compatible avec l'environnement sauvage de nos montagnes. Et en fait, où les industriels cherchent à se débarrasser en fait, de ces solutions-là, qui sont d'ailleurs de moins en moins utilisées, si j'ai bien suivi l'état de l'art dans les farts de ski. Voilà un exemple de problématiques autour de ces produits-là qu'on a traités au laboratoire. Mais... Alors je vais compléter, parce qu'on ne s'intéresse pas forcément... en tout cas sur ces travaux sur la goutte, toujours à des surfaces fluorées. Par contre, ce que l'on a pu remarquer, alors j'ai présenté quelques-unes des images, par exemple le film sur lequel on voit vibrer la goutte à différentes amplitudes, il est réalisé sur du polypropylène texturé. Et du coup, ce que l'on voit, c'est que si le polypropylène est fortement texturé, eh bien la goutte, même si effectivement sur le polypropylène lisse, on a un angle autour de 70-80 degrés, dès qu'on va avoir de la texturation, eh bien on a quelque part un effet de goutte suspendue qui empêche qu'elle se dépose au fond des rainures. Et on voit vraiment, on a beaucoup de mal déjà à déposer les gouttes parce qu'elles n'ont pas du tout envie d'aller sur les surfaces. On a des jolies vidéos aussi, on ne pouvait pas montrer toutes les vidéos parce que ça aurait été trop long, mais on voit vraiment des vidéos sur lesquelles on n'arrive pas à déposer les gouttes à partir de surfaces de polypropylène, alors qui sont effectivement des angles d'équilibre, enfin des angles sur du lisse inférieurs à 90 degrés, mais pas très loin de 90 degrés, aux alentours de 75 degrés, où on voit vraiment la difficulté à déplacer ces gouttes. Alors ça m'amène juste à une petite réflexion. Effectivement, les modèles de Wenzel et de Cassie Baxter, ils sont aujourd'hui très largement utilisés dans le domaine du mouillage. Ce que l'on comprend actuellement, et plus les techniques de texturation de surface se développent, plus on comprend que ces modèles, ils ont été très intéressants en
première approche de description de la goutte sur surface texturée, mais aujourd'hui il y a énormément de laboratoires, et le nôtre en particulier, mais beaucoup d'autres laboratoires aussi, qui essayent d'aller au-delà de ces modèles, de combiner des effets d'imprégnation, donc de modèles de Wenzel et de gouttes suspendues. On a des effets multi-échelles, par exemple, où eh bien, la goutte va imprégner un certain niveau de rugosité, mais pas le deuxième. Donc on essaye d'améliorer ou d'aller plus loin que ces modèles de Wenzel et de Cassie-Maxter, qui décrivent très bien la situation en première approche, mais qui, quand on va plus finement dans le détail du contact, eh bien, montrent un peu leurs limites. Une dernière question ? Moi j'avais juste une question de... Ah pardon, je ne vois pas qui lève la main. Oui, juste une question pratique. Est-ce que vous avez déjà mis en place... Qui parle ? Je peux... Oui. Ah voilà. Oui. Est-ce que vous avez déjà mis en place ou est-ce que vous envisagez des liens avec le Palais de Découverte à Paris pour mettre à disposition du grand public vos découvertes ? Actuellement, non. En termes de diffusion des savoirs, pour l'instant, c'est essentiellement à travers cette conférence qu'on commence. Voilà, sur nos travaux sur le mouillage et puis sur l'interaction entre les travaux d'artistes et les travaux de scientifiques. Après, sur le mouillage et sur les surfaces hydrophobes, super hydrophobes, je ne suis pas allée au Palais de la Découverte depuis longtemps, mais c'est des choses qui ont été très largement diffusées. On a régulièrement des conférences plus ou moins grand public sur le mouillage, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore envisagé de diffuser au niveau du Palais des Découvertes, mais pourquoi pas Pourquoi pas même un jour une exposition au musée des Confluences, parce que j'y pensais, parce que vous parliez du Palais de la Découverte, mais tout à l'heure je vais dans la biblio, il y avait aussi cité Étienne Guyon. Étienne Guyon était aussi l'un des élèves de Pierre-Gilles de Gênes. Il a dirigé le Palais des Découvertes et il était l'un de nos conseillers pour une exposition qui va ouvrir en février, je ne sais plus la date exacte, qui va remplacer l'art et la machine, qui s'appellera Ma Terre Première, que nous avons faite avec la Cité des Sciences notamment, et qui par des phénomènes granulométriques des écoulements, du sable, etc., pour expliquer la construction en terre crue avec les aspects locaux, avec le pisé, etc., puis des aspects internationaux, puisque la Grande Muraille de Chine et un certain nombre de constructions au Yémen utilisent cette technique-là. Et j'y pensais tout à l'heure, effectivement, quand vous évoquiez cette question-là, mais je crois effectivement que ça peut nous donner envie un jour d'en savoir un peu plus, pourquoi pas, effectivement, de faire une exposition, parce que je crois que c'est intéressant de voir tous les aspects d'une question comme ça, et puis des liens entre disciplines scientifiques, croisées, multidisciplinaires, et les côtés artistiques. Je vois que l'heure tourne, à moins qu'il n'y ait une dernière question. Alors, je vous passe la parole pour la toute dernière question, et puis après, nous clôturerons notre soirée. Oui, bonsoir. C'est juste plutôt une réflexion. Vous parliez des pare-brises tout à l'heure. Avec le temps qui est passé, on a eu la résistance des matériaux, la résistance des fluides plutôt. Donc on a eu tendance à faire des pare-brises planchers de plus en plus, puis pour la consommation, ainsi de suite. Et donc ça agrandit d'ailleurs la surface et la rapidité de l'eau qui coule. S'ils avaient été verticales, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Oui, ça c'est sûr. Effectivement, plus l'angle va être important et plus du coup la force qui va entraîner la goutte va être importante et va permettre de dépasser facilement cette fameuse hystérèse qui bloque les gouttes. Après, sur l'inclinaison des pare-brises, c'est vraiment sur des questions d'aérodynamisme. Et alors là, moi voilà, mes compétences s'arrêtent ici. Alors, puisque c'est la dernière question et donc la dernière réponse a priori, j'en profite aussi, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, pour remercier Mathieu qui a très gentiment accepté au pied levé de venir compléter cette conférence et de parer à l'absence de Linda. Donc voilà, je veux le remercier de vive voix.
Alors à nouveau, je me joins à la salle pour vous remercier vraiment beaucoup pour tout ce que vous avez présenté, votre volonté de vous mettre au niveau de gens qui ne sont pas des spécialistes comme nous sommes. Et donc, grand merci. Une réflexion, on est en train de travailler avec l'Université de Lyon, à ce moment, à faire une évaluation sur que savent les Lyonnais sur leur université, leurs grandes écoles. Et l'observation, ou le bilan que l'on fait, c'est que les Lyonnais connaissent mal ce qui se fait dans les universités, ce qui se fait dans les grandes écoles, ce qui se fait dans les laboratoires de recherche. Moi, j'ai été très impressionné par ce que vous avez dit, parce que je crois que vous apportez un témoignage de l'excellence de ce qui se fait à Lyon, de l'excellence scientifique, de l'excellence en manière artistique. Et je crois que c'est un remarquable témoignage à Lyon. On fait des choses tout à fait passionnantes et tout à fait intéressantes et de très haut niveau. Merci.